Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce soir pour débattre d'un sujet d'actualité, un sujet brûlant. C'est le traitement innovant de l'insuffisance cardiaque et particulièrement les anti-SGLT2. Et ce soir, nous sommes en train de fêter le lancement du générique du dapagliflozine des laboratoires Hekma. Je suis très heureuse de trouver les familles des cardiologues, des endocrinologues, des néphrologues, des internistes, des réanimateurs et des anesthésistes, anesthésie-réanimation. Et ça témoigne que le diabète nécessite une prise en charge multidisciplinaire et dont le cardiologue. Et là, alors, Dr Nif, je la remercie parce qu'elle a bien détaillé la partie physiopathe. Alors là, les anti-SGLT2 sont les incontournables dans la protection cardiovasculaire. Et là, certainement, le cardiologue, il est l'un des piliers de prise en charge des patients diabétiques parce que vous le savez tous qu'un patient diabétique, c'est un patient cardiovasculaire. C'est une maladie cardiovasculaire, le diabète, parce que les études l'ont bien démontré. Si je suis diabétique, j'ai un risque multiplié par 2 de faire une atteinte coronaire, un risque multiplié par 2,3 de faire une mortalité d'origine coronaire et un risque multiplié à peu près de 3 de faire un AVC. Donc là, les études l'ont bien démontré. Et en partie, c'est dû à l'atteinte ischémique, mais n'oubliez pas, et actuellement, on donne de plus en plus l'importance à cette complication, l'insuffisance cardiaque chez le patient diabétique. Un patient diabétique, certes, il fait la coronaropathie, il fait la cardiopathie ischémique et surtout l'IDM silencieux, mais les diabétiques aussi sont en train de faire de l'insuffisance cardiaque silencieuse, quelle que soit d'origine ischémique ou non ischémique. Donc là, vraiment, c'est une réalité. Certainement, cette atteinte silencieuse chez les diabétiques, elle a baissé au fur des années de 35% à 11% grâce à l'amélioration de prise en charge, mais elle est encore là. Donc, il y a du travail à faire. Et là, comme vous le savez, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier l'insuffisance cardiaque parce qu'on parle beaucoup de la cardiopathie ischémique, de l'IDM, mais on oublie l'insuffisance cardiaque qui est responsable d'une lourde mortalité et une augmentation de 1% d'hémoglobine glyquée. Elle augmente le risque de développer d'insuffisance cardiaque de 20%. Et là, la situation en Tunisie, par exemple, on a notre registre tunisien, Nature HF, qu'on a mené la Société tunisienne de cardiologie chirurgie cardiovasculaire, des malades insuffisants cardiaques, et dont à peu près 40%, nos patients étaient diabétiques. Donc, l'association diabète insuffisance cardiaque, elle est là. Et comme je l'ai dit, plus le diabète vieillit, plus le patient est à risque de développer l'insuffisance cardiaque. Et actuellement, on est en train de sensibiliser les médecins pour dépister précocement cette insuffisance cardiaque. Il y a même actuellement un score qui nous a été proposé pour détecter les patients qui sont à risque de développer l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez que ce score, plus il est élevé, plus le risque de développer l'insuffisance cardiaque. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce score? On trouve le taux de troponie, on trouve le taux de NT-proBNP, on tient compte de l'âge, de l'atteinte aussi rénale, la microalbuminurie. Donc là, c'est un score qui mérite d'être mieux développé, mais ça va nous aider de dépister précocement cette complication chez les patients diabétiques. Donc, si on résume un diabétique, c'est un patient généralement, on verra, qui est à risque de complications cardiovasculaires, 53% de faire un angor instable, un risque multiplié de 72% de faire AVC et aussi des artériopathies des membres inférieurs. Alors, donc, la prise en charge d'un patient diabétique, elle se base avant tout sur la stratification du risque cardiovasculaire du diabétique. Les diabétiques, c'est une population hétérogène. Certes, il y a le diabétique, il est moins à risque modéré, mais il est moins à risque modéré, il y a le haut risque et il y a le risque cardiovasculaire. Donc vraiment, il faut bien stratifier le risque cardiovasculaire de nos patients. Et là, en se basant sur nos guidelines européennes de cardiologie, et là, le point fort de ces guidelines, en fait, ils ont été faits en collaboration avec la Société européenne d'endocrinologie et de diabétologie. Donc là, c'est les cardiologues avec les endocrinologues. Et là, quand vous voyez, les patients diabétiques à haut risque ou à très haut risque, on tient compte de la durée, l'ancienneté du diabète. Plus le diabète est ancien, plus le patient est classé à haut risque. Et on tient compte aussi de l'atteinte des organes cibles, c'est important, et les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on n'a pas un patient diabétique, on a des patients diabétiques, d'où l'intérêt, on verra, de l'optimisation du traitement et l'individualisation du traitement. J'ouvre aussi une parenthèse rapidement concernant la patient diabétique et les questions, elles se posent fréquemment.
est-ce que je dois chercher, puisque mon patient il est à risque de faire une atteinte ischémique, quelle que soit coronarienne et même de l'insuffisance cardiaque, est-ce que je dois dépister cette atteinte coronaire chez le patient diabétique, surtout s'il est asymptomatique? Et là, je vous invite à lire ce document parce qu'il est très bien fait, proposé par professeur Valence, un expert en matière de diabétologie. Et là, il nous indique les démarches à suivre selon le risque cardiovasculaire des patients pour demander les explorations et le chercher l'ischémie silencieuse. Donc, ça tient compte là, quand vous voyez, par exemple, pour les patients à très haut risque, là, normalement, il faut faire un test d'ischémie et s'il est positif, donc on va passer à la coronarographie. Donc là, juste, j'ai ouvert une parenthèse et je vous invite à lire ce document qui est très didactique et très intéressant. Alors, notre patient, il est à très haut risque cardiovasculaire, un diabétique qui va faire toutes les complications cardiovasculaires. Donc, on a besoin vraiment de molécules qui vont réduire ces complications cardiovasculaires, qui vont frapper au cœur de ce continuum qu'a montré Dr Mnif tout à l'heure, pour réduire ces complications cardiovasculaires. Et donc, d'où le développement de nouvelles molécules qui ont prouvé effectivement leur place dans la réduction des complications cardiovasculaires. Il y a les inhibiteurs de SGLT2, il y a les analogues GLP-1, mais on va se focaliser ce soir sur les inhibiteurs SGLT2. Et là, peut-être je me tourne vers le docteur Mnif et j'ouvre une parenthèse concernant la metformine. Je sais que la metformine, vraiment, c'est la molécule incontournable pour mes amis endocrinologues. Mais non, les cardiologues, ils ont une autre vision. Et là, on est basé sur des études. Et effectivement, si on regarde les études et si on regarde la littérature, on n'a pas c'est-à-dire, les études n'ont pas montré que la metformine a un effet sur les événements cardiovasculaires, la réduction des événements cardiovasculaires. Et donc, peut-être, on pourrait dire qu'il y a une neutralité, c'est-à-dire, il y a une sécurité cardiovasculaire, mais ça ne protège pas. D'où, donc, l'intérêt de développement de ces nouvelles molécules, les molécules innovantes dans le traitement, dans la prévention du risque cardiovasculaire chez le patient diabétique. Et là, regardez, même si vous allez regarder les guidelines européennes de la Société européenne de cardiologie, qui ont été faites, comme je l'ai dit, avec nos amis diabétologues, regardez, ils parlent d'un moment historique, le moment de la publication des études qui ont prouvé la place de ces anti-SGLT2 chez les patients diabétiques. Donc, vraiment, c'est un changement dans l'histoire du traitement des patients diabétiques parce qu'enfin, on a trouvé des molécules qui réduisent de façon significative la mortalité cardiovasculaire. Et ça nous rappelle les pyramides parce que les pyramides aussi, ils ont marqué l'histoire humaine. Et là, nous, les cardiologues, on adore le challenge, on adore les aventures. Donc là, on aimerait bien monter jusqu'au sommet du pyramide pour mieux découvrir ces nouveaux médicaments, comment les gérer, améliorer le pronostic de ces patients. Mais vous savez que parfois, en essayant de monter, c'est un peu difficile à regarder les pyramides, c'est pas évident. Donc, certainement, on aura besoin toujours de nos amis endocrinologues. Si on va tomber, ils vont nous rattraper. Mais là, certainement, pour les cas, je dis bien, la docteur Mnif tout à l'heure, elle a parlé de l'association avec l'insuline, avec les insulinosuppréteurs, le risque d'hypoglycémie. Là, j'insiste sur l'intérêt de la collaboration, certainement, des cardiologues avec les endocrinologues, bien sûr, les néphros, les internistes, on verra après. Voilà. Donc, ça explique donc pourquoi dans ces guidelines, tout à l'heure, Dr Mnif vous a présenté les guidelines de l'ADA, des endocrinologues. Et là, je vais vous présenter, me baser sur les guidelines européennes. Et là, regardez pour nous, les cardiologues, si vous avez, votre patient diabétique, déjà, il est sous metformine. Et dans ce cas, on va regarder le risque cardiovasculaire. Si notre patient il est à haut risque ou très haut risque cardiovasculaire ou il a une maladie cardiovasculaire établie, on va associer d'emblée un anti-SGLT2 ou analogue GLP-1, quel que soit le taux d'hémoglobine glycée, quel que soit le taux de glycémie. Et donc, là, l'association, si le patient, il est, donc voilà, SGLT2, analogue GLP-1, sont recommandés chez les patients sous metformine qui ont une maladie cardiovasculaire ou un risque cardiovasculaire élevé, très élevé, indépendamment de l'hémoglobine glycée. Donc, parce qu'on cherche la protection cardiovasculaire. Et de l'autre côté, par contre, si vous avez un patient diabétique naïf, c'est-à-dire il ne prend pas un traitement antidiabétique, il n'est pas sous glycophage, mais c'est un patient qui est à haut risque, très haut risque cardiovasculaire. D'après ces recommandations, et ce que proposent les cardiologues, c'est de commencer d'emblée par
un anti-SGLT2 dans le dapagliflozine ou l'empagliflozine ou les analogues GLP-1, donc chez les patients avant même la metformine. Donc là, vous voyez, la metformine, elle a perdu sa place selon donc ces nouvelles guidelines et c'est basé, comme je l'ai dit, sur des études. Et puis, on va adapter selon l'hémoglobine glycée. Voilà, et donc là, c'est rapidement, vous voyez, par exemple, pour la metformine, regardez, la metformine dans ces guidelines, il est indiqué chez les patients diabétiques qui sont en surpoids, qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire ou sont à risque modéré et c'est en classe 2A. Donc là, même, c'est parce que toutes les guidelines, ils se basent sur des études, on n'a pas d'études randomisées qui donc signent la place de ces molécules pour la protection cardiovasculaire. Sinon aussi, les DPP4 aussi, c'est en classe 3, il ne faut pas les donner si on cherche la protection cardiovasculaire. Et là, on trouve toute la place des anti-SGLT2, l'empagliflozine, canagliflozine, dapagliflozine. Donc, les deux qui sont disponibles en Tunisie, c'est l'empagliflozine et la dapagliflozine qui sont donc indiqués chez les patients diabétiques type 2. Là, donc, on parle de diabète type 2, bien sûr, avec une maladie cardiovasculaire où ils sont à très haut risque ou au risque cardiovasculaire. Voilà, donc là, la question qui se pose, comment on est arrivé là? Pourquoi vraiment les guidelines, ils privilégient ces molécules, ils sont en première intention chez les patients à haut risque cardiovasculaire, les patients à très haut risque cardiovasculaire? La réponse est cette méta-analyse, la méta-analyse qui a englobé toutes les études qui se sont intéressées aux molécules innovantes dans le traitement de diabète. Et là, regardez, par exemple, si je trouve, on regarde les anti-SGLT2, donc ils réduisent de façon significative les décès cardiovasculaires, l'IDM, l'AVC. L'IDM non fatal, là, c'est surtout supériorité, les analogues GLP-1. Les AVC non fatales, c'est le point fort des analogues GLP-1. Par contre, des décès cardiovasculaires, c'est les inhibiteurs de SGLT2. Donc, on dit que les anti-SGLT2, ils assurent la protection, certes cardiovasculaire, mais les analogues GLP-1, leur point fort, c'est l'athérothrombose, c'est tout ce qui est IDM et tout ce qui est AVC. Et là, les anti-SGLT2 aussi baissent de façon significative le décès, toute cause, et surtout, là, ce que nous intéresse, tout nous intéresse les cardiologues, mais la nouveauté, ça diminue les hospices de façon significative, une réduction à peu près de 32% de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, à part la néphroprotection, là, ça sera détaillé après par Dr. Piaich. Donc là, vous voyez, il y a plein d'études qui ont vraiment signé la place de ces molécules et ces études se sont basées sur cette notion où donc la prise en charge des patients diabétiques n'est plus glycocentrée. Maintenant, on a une autre vision de cardioprotection, un nouveau paradigme qui est centré sur la cardioprotection. Donc, quelles sont ces études? C'est l'étude EMPAREG-HF pour l'empagliflozine, c'est l'étude DECLARE-TEMI pour la dapagliflozine. Et comme je l'ai dit, toutes les études ont montré une réduction des événements cardiovasculaires et de l'insuffisance cardiaque. Je passe rapidement pour EMPAREG-outcome parce que c'était la première étude qui a été faite avec l'empagliflozine. Et là, le critère, c'est donc les patients diabétiques. Ce sont des patients diabétiques qui ont une maladie cardiovasculaire. Donc, on est dans la prévention secondaire des malades à très haut risque parce qu'ils ont une maladie cardiovasculaire. On les a mis sous donc empagliflozine par rapport à un groupe placebo. On les a suivis. C'était vraiment une grande étude randomisée. Et le critère primaire, c'était le décès cardiovasculaire, l'IDM et l'AVC. Et vous voyez qu'il y a une baisse de 14% du critère primaire. Et vous voyez que les courbes commencent à diverger précocement. Ce sont des molécules qui agissent précocement et leur effet, il apparaît précocement avec une réduction très importante de décès, de la mortalité cardiovasculaire et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, elle est de moins de 35% dans ces études qui ont été faites chez des patients diabétiques qui ont une maladie cardiovasculaire, qui sont à très haut risque cardiovasculaire. Il y a aussi l'étude Canvas qui a étudié la même chose et elle était positive, mais la molécule n'est pas disponible en Tunisie. Et il y a l'étude DECLARE-TIMI qui a été tout à l'heure présentée par Dr. Mnif. Ça a été fait donc avec la dapagliflozine. C'est la plus grande étude qui s'est intéressée au traitement des anti-SGLT2 chez les patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire et très haut risque cardiovasculaire. C'est 17 160%. La seule différence entre DECLARE-TIMI et l'EMPAREG outcome, c'est qu'on a inclus des patients en prévention secondaire et en prévention primaire.
c'est-à-dire des malades qui ont une maladie cardiovasculaire, mais aussi 60% en prévention primaire, c'est-à-dire des diabétiques qui sont à haut risque, très haut risque, parce qu'il a une atteinte d'organes cibles, parce qu'il a plusieurs facteurs de risque, mais il n'a pas encore fait un événement cardiovasculaire et les résultats aussi sur le critère primaire qui combine donc la mortalité cardiovasculaire et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque étaient significatifs avec une baisse de moins de 17%, qui est due essentiellement aussi à une baisse significative de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc voilà, ce tableau résume les messages clés retenus de ces différentes études qui se sont intéressées à l'insuffisance cardiaque. Et le point commun, c'est certes la baisse du critère primaire, mais tout passe essentiellement par la baisse de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, essentiellement. Donc, quel que soit donc moins d'insuffisance cardiaque et quel que soit donc le profil du diabète. Donc, ces études ont bien démontré que les anti-SGLT2 diminuent la morbidité cardiovasculaire, la mortalité cardiovasculaire, qui est due essentiellement à la baisse de l'insuffisance cardiaque, avec un effet qui est précoce des anti-SGLT2 dès les premières semaines essentiellement. Mais la question qui se pose, les auteurs de ces études, lorsqu'ils ont trouvé que ces molécules baissent essentiellement l'insuffisance cardiaque, ils se sont dit pourquoi ne pas tester ces molécules chez des patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, quel que soit leur profil métabolique. C'est-à-dire, tant que ça baisse l'insuffisance cardiaque, ça pourrait être un traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, on le donne pour des patients insuffisance cardiaque, indépendamment de leur profil lipidique et indépendamment du fait que le patient soit diabétique ou pas, d'où le lancement de l'étude DAPA-HF, qui est aussi la première, avec la dapagliflozine, qui est la première étude qui a étudié l'effet de ces anti-SGLT2 chez des patients insuffisants cardiaques. Et voilà, c'est des patients qui ont une fraction d'éjection qui est inférieure à 40%. Ils ont été randomisés dapagliflozine 10 mg versus placebo. L'empagliflozine aussi, c'est 10 mg. Donc là, c'est toujours la même dose, c'est le 10 mg. Et les résultats, bien sûr, étaient en faveur de la dapagliflozine. Donc, ce sont des études vraiment qui ont bouleversé la prise en charge des patients diabétiques, mais surtout les patients insuffisants cardiaques. Et vous voyez que l'effet, elle est là indépendamment du fait que le patient soit diabétique ou pas, avec réduction du critère primaire, aggravation de l'insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire de moins 26%, et les critères secondaires, qui est l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire, ou le total d'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque avec une mortalité cardiovasculaire. Voilà, et donc juste après cette étude d'APA-HF qui a vraiment signé la place de ces molécules pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, là a été suivi, bien sûr, on a eu une rafale d'études qui s'intéressent à la place de ces anti-SGLT2 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, et juste après, il y a l'étude EMPOWER-Reduced avec l'empagliflozine chez le même critère d'inclusion FEVG inférieur à 40%, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque. Je dis bien, il s'agit d'insuffisance cardiaque chronique. C'est l'insuffisance cardiaque chronique avec une fraction d'éjection qui est inférieure à 40%, c'est-à-dire des malades stables chez qui on va, à côté de leur traitement, insuffisance cardiaque, donc on va associer l'empagliflozine. Et là, la même chose, qu'est-ce que soit le profil du métabolique diabète ou pas, et donc on retrouve pratiquement le même résultat qui est positif avec une réduction significative de 25% du critère primaire combinant mortalité cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors, vous allez me poser la question, dapagliflozine ou empagliflozine? Maintenant, on dispose de deux molécules. Quelle est la meilleure en matière de protection cardiovasculaire, EMPA ou DAPA? La réponse est, là, elle sourit. La réponse est que si on regarde les deux études, si on essaie de comparer les études sur le mortalité cardiovasculaire, hospitalisation, insuffisance cardiaque, on trouve pratiquement le même effet. Si on regarde l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aussi, c'est la même chose. Laura, je laisse après Dr. Aïch, elle va nous parler de l'effet sur la néphroprotection. Voilà, donc ces études-là, au moins on a deux études randomisées chez des patients insuffisants cardiaques chroniques, indépendamment de leur profil lipidique, qui sont positifs. Et donc, ces deux molécules, ils vont changer les guidelines et les recommandations. Et actuellement, les anti-SGLT2 font partie des 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque, à côté des bêta-bloquants,
à côté des bloqueurs du système rénin-angiotensine, de l'anti-aldostérone, pardon, en côté de IEC ou inhibiteur de néprélésine, c'est-à-dire le sacubitril valsartan. Donc là, vraiment, on les considère comme les Fantastic Four. Et si on regarde les nouvelles guidelines de prise en charge de l'insuffisance cardiaque en 2021, vous voyez que maintenant, on donne les 4 molécules en même temps et vous trouvez, à côté IEC bêta-bloquant anti-aldostérone, vous trouvez, on a la dapagliflozine ou l'empagliflozine qu'on peut donner de première intention, quel que soit le profil glucidique de nos patients. Et donc, c'est comme ça actuellement que les cardiologues sont en train de prendre en charge les patients insuffisants cardiaques chroniques. Et pourquoi vraiment on est content de ces molécules? Parce que regardez, la mortalité, notre objectif, c'est de réduire la mortalité chez les patients insuffisants cardiaques. C'est pour là qu'on associe les molécules. La mortalité était à peu près de 18% en 1990, mais on a gagné, pardon, 18% avec les IECRA2, mais en 2020, on a gagné pratiquement 70% sur la mortalité. Et là, dans les guidelines, on trouve en classe 1A dapagliflozine ou empagliflozine chez les patients insuffisants cardiaques pour réduire l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque et la mortalité. Et c'est un niveau de recommandation qui est très élevé, niveau de preuve très élevé parce qu'on a 2 études randomisées. Voilà, donc là, c'était les choses pour nous actuellement sont claires. Les anti-SGLT2, l'empagliflozine, dapagliflozine, ils font partie du traitement de patients insuffisants cardiaques chroniques. Reste la question concernant l'insuffisance cardiaque chronique à FEVJ préservée. Parce que là, c'est clair pour l'insuffisance cardiaque systolique à fonction systolique altérée. Qu'en est-il pour l'insuffisance cardiaque à FEVJ préservée qui constitue pour nous, dans notre pratique courante, un challenge diagnostique, mais aussi thérapeutique? Parce que honnêtement, jusqu'au mois de septembre 2021, on n'a pas de traitement pour cette entité, cette insuffisance cardiaque à FEVJ préservée. Et enfin, on a eu cette étude Emperor-Preserve, qui est vraiment, on était très content d'avoir les résultats de cette étude parce qu'enfin, on a eu une réponse, on a une molécule qui traite cette entité, mais surtout améliore le pronostic. Et là, l'Emperor-Preserve, on a s'intéressé à des patients insuffisants cardiaques, quel que soit leur profil métabolique, diabète ou pas, et on l'a mis sous empagliflozine versus placebo avec une fraction d'éjection qui est supérieure à 40%. Tout à l'heure, c'était inférieur à 40%. Là, c'est supérieur à 40%. Et le critère, bien sûr, composite, mortalité cardiovasculaire, hospitalisation, insuffisance cardiaque, on a eu un gain aussi significatif sur le critère primaire. Et donc là, vraiment, quel que soit, regardez là, quel que soit le profil diabète ou pas, quelle que soit la fonction rénale, là, ça sera détaillé après par Dr. Yaïch, quelle que soit l'étiologie aussi, ischémique ou non ischémique. Donc voilà, cette Emperor-Preserve, elle nous a donné honnêtement le traitement pour l'insuffisance cardiaque à FEVJ préservée en attendant les résultats de l'étude Deliver avec la dapagliflozine. Les inclusions ont été clôturées et le résultat de cette étude, ils seront positifs. Et donc, on va avoir 2 études positives pour la place des anti-SGLT2 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Voilà. Et rapidement, je termine par une autre entité, là, parce que là, le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique, maintenant, il est bien élucidé selon les guidelines, mais se pose la question, c'est une question que vous posez fréquemment dans votre pratique courante. Est-ce que je peux donner ces anti-SGLT2 dapagliflozine ou l'empagliflozine à la phase aiguë lorsque mon patient est hospitalisé en unité de soins intensifs ou hospitalisé en réanimation? Est-ce que je peux donner ces anti-SGLT2? Est-ce que je peux les introduire précocement pendant les premiers jours, c'est-à-dire au cours de l'hospitalisation? Si on se base sur les études que j'ai détaillées, on ne peut pas parce qu'on prend des malades qui sont stables. Les patients instables ou ils sont décompensés, ce sont des critères d'exclusion. Donc là, est-ce qu'on peut répondre à cette question, surtout que cette molécule a l'air d'être magique, entre guillemets, parce qu'elle traite l'insuffisance cardiaque systolique, elle traite l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, l'insuffisance cardiaque diastolique. Pour répondre à cette question, il y a cette étude soloiste qui a été faite avec la sotagliflozine, qui n'est pas disponible en Tunisie. C'est la flamine, en fait, des glyphosines qui sont très nombreux. Et elle s'intéressait par contre chez des patients diabétiques, là,
qui sont admis pour insuffisance cardiaque et la molécule a été introduite à la phase hospitalière, mais après stabilisation du patient et quelques jours après sa sortie, dans les 3 jours qui suivent sa sortie. Et les résultats, bien que l'étude a été arrêtée précocement parce qu'elle a été lancée avec la COVID-19, et donc elle était en faveur de la prescription des anti-SGLT2 à la phase aiguë. Donc on peut, mais attention, elle a été donnée après stabilisation. Le patient, il est encore dans le service, hospitalisé, mais il est stable. Donc l'idée, c'est de mener une autre étude pour avoir une réponse plus claire à cette réponse-là. Et c'est l'étude EMPALS qui a été faite avec l'empagliflozine versus placebo chez des patients insuffisants cardiaques à la phase aiguë qui sont hospitalisés. Et on ne peut regarder les critères d'inclusion, c'est très important. Ce sont des patients qui sont admis pour insuffisance cardiaque aiguë, quel que soit leur FEVG. Là, on ne s'intéresse pas uniquement à l'insuffisance cardiaque AVG altérée, mais même la préserver, et quel que soit le profil, diabétique ou pas. Il faut que le patient n'a pas d'hypotension dans les 6 heures qui précèdent l'introduction, et au moins la pression qui se perd à 10. Il ne faut pas que le patient nécessite une augmentation de dose diurétique intraveineuse dans les 6 heures qui précèdent la prescription. Il n'a pas nécessité de dérivés nitrés, il n'a pas nécessité de tonique cardiaque. Donc, c'est simple. Si votre patient il est admis en décompensation cardiaque, s'il a une bonne tension, s'il n'a pas de nécessité d'augmenter les doses diurétiques par voie intraveineuse, vous pouvez, selon cette étude, donner l'empagliflozine ou les anti-SGLT2 parce que vous êtes d'accord que c'est un effet de classe. Là, on est en train de voir des effets qui se superposent. Vous pouvez donner ces molécules pour vos patients. Bon, bien sûr, là, j'insiste que le patient doit être stable et il faut veiller qu'il ne soit pas déshydraté. Ça, c'est très important, surtout pour le rein. Et comme je l'ai dit, le résultat de cette étude sur les critères primaires était positif, surtout là, si on regarde pour la mortalité et pour l'insuffisance cardiaque, les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc là, je pense, j'ai essayé de faire le survol de différentes études qui se sont intéressées aux anti-SGLT2 et surtout leur protection cardiovasculaire. Mais là, la question qui se pose, comment on explique les effets de cette molécule qui vraiment trouve une solution pour toutes les formes de l'insuffisance cardiaque? Est-ce que c'est les mécanismes d'action? Honnêtement, ça a été détaillé tout à l'heure par Dr Mnif, les mécanismes d'action, mais honnêtement, ce sont des hypothèses et non des mécanismes. Pour le moment, ce n'est pas grand-chose sur ces molécules. On est en train de les découvrir. Certes, leur effet passe au-delà de leur effet glycosurique, parce qu'ils vont induire, en inhibant les récepteurs anti-SGLT2, ils vont induire la glycosurie, ils ont un petit effet hypovolémique, mais ça ne va pas expliquer tous les effets bénéfiques de la molécule. Donc là, je vais passer rapidement parce que ça a été détaillé. Donc, peut-être parmi les mécanismes, ça ce qui a été évoqué par Dr Mnif, le métabolisme énergétique, c'est-à-dire on va favoriser la lipolyse avec les corps cétoniques qui nécessitent moins de consommation d'oxygène. Il y a aussi un effet vasodilatateur, une action sur la fonction endothéliale, et donc ça va diminuer la post-charge. La baisse de la pression artérielle qui n'est pas très importante honnêtement et qui aussi aurait un effet bénéfique. Donc actuellement, on parle d'effets pléiotropes de ces molécules, mais certainement on a besoin d'autres études pour répondre vraiment aux mécanismes. Comme on a parlé des effets pléiotropes des statines, même pour les anti-SGLT2, on se permet de parler d'effets pléiotropes et on parle même d'une saga des anti-SGLT2, comme on l'a dit avant pour les statines. Est-ce que aussi, parmi ces mécanismes, l'effet sur le ventricule gauche, sur le remodelage ventriculaire gauche, parce qu'en donnant ces anti-SGLT2, on va limiter cette nécrose, on va limiter la fibrose que a détaillé Dr Mnif tout à l'heure. Est-ce que ça va améliorer, donc réduire les volumes télésystoliques du ventricule gauche et donc améliorer la fonction VG? Il y a cette étude toute récente qui a montré donc l'effet des anti-SGLT2 pour le remodelage, mais honnêtement, on a besoin d'autres études à plus large échelle, avec un grand nombre de patients pour pouvoir conclure. Voilà, donc là, tout est clair, des recommandations qui se sont basées sur des études, plein d'études riches, positives, randomisées, qui vraiment ont signé la place de ces molécules dans la protection cardiovasculaire.
Mais la question qui se pose, là, vous avez vu un peu de discordance entre les guidelines des endocrinos et les guidelines des cardio. Êtes-vous prêt pour le changement? C'est-à-dire, est-ce que vous allez initier le traitement de diabète par les anti-SGLT2? Et nous, les cardiologues, est-ce que vraiment on est en train de traiter nos patients diabétiques à haut risque, très haut risque, par ces molécules ou en cas aussi d'insuffisance cardiaque? Et voilà, donc là, je vais passer rapidement quelques précautions de prescription de ces molécules du point de vue de cardiologue. Certainement, ça nécessite toujours la collaboration avec les endocrinos, avec les néphros, mais il y a des petites... là, tout à l'heure, par exemple, Dr. Nif a cité quelques effets secondaires, par exemple, dans l'étude d'APAHF. Et pourtant, ce sont des patients insuffisants cardiaques, ce sont des patients qui sont à haut risque, hein, ce sont des patients qui sont très sensibles à l'hypoglycémie. Là, honnêtement, on n'a pas dans le DPA-HF un effet secondaire qui est significatif. Mais là, si je regarde par exemple l'effet sur la volémie, et en comparant dapagliflozine en pagliflozine 10 mg, c'est un petit effet diurétique. La déplétion volumique n'est pas vraiment très importante, mais ça n'empêche, si notre patient est en eau-volémie et il prend du diurétique de l'ANS, il faut faire attention. Parfois, on est amené à réduire les doses de diurétique en le prescrivant. Concernant la pression artérielle aussi, si on regarde ces méta-analyses qui a comparé les glucosines en général, vous voyez le nombre des études qui se sont intéressées aux glucosines par rapport, par exemple, au placebo, c'est une baisse de 4 mm de mercure pour la pression artérielle systolique. Et on pourra le discuter après dans votre pratique courante. Est-ce que vous avez constaté cette baisse de la pression artérielle? Par rapport au metformine, c'est une différence de 3 mm de mercure. Donc, le metformine aussi, il baisse un tout petit peu la pression artérielle. J'ai attaqué. Il y a aussi des sulfamides, par exemple, aussi c'est ça. Donc, ce n'est pas une molécule qui baisse trop la pression artérielle. Honnêtement, c'est une molécule qui est bien tolérée sur le plan hémodynamique. Par contre, et tout à l'heure, Dr. Mnif a insisté sur un point très important, c'est le risque d'hypoglycémie, mais j'insiste bien que c'est l'hypoglycémie chez les patients qui prennent de l'insuline ou qui prennent des antidiabétiques insuliноsécréteurs comme le sulfamide. Dans ce cas, effectivement, il faut faire attention et n'hésitez pas, bien sûr, à collaborer avec nos amis endocrinos pour ajuster les doses parce que le patient, il peut passer en hypoglycémie et nos patients, ils sont très sensibles à l'hypoglycémie. Mais sinon, chez un patient qui n'est pas diabétique, et chez le cas, par exemple, pour nous, on voit des patients insuffisants cardiaques qui ne sont pas diabétiques, on peut le donner, il n'y a aucun souci d'hypoglycémie parce que je me permets de dire que ces molécules, ils sont intelligentes, c'est une molécule intelligente. Elle regarde la glycémie, si la glycémie est normale, elle ne va pas entraîner une glycosurie importante, mais si l'hyperglycémie est importante, dans ce cas, elle va baisser. Donc là, attention en cas d'association avec l'insuline et avec les antidiabétiques insulinosécréteurs. Tout à l'heure aussi, Dr. Nif a parlé de l'acidose euglycémique. Et c'est important, c'est euglycémique. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce que classiquement, parce que à mes bases de cours en médecine, l'acidocétose, c'est avec l'hyperglycémie. L'endocrino. Mais là, attention, ça peut nous tromper. C'est le patient, il est en euglycémie, c'est-à-dire vous demandez l'hémoglobine glycée ou la glycémie, c'est rassurant, mais attention, il peut faire l'acidocétose diabétique, mais c'est une acidocétose, là pour vous dire qu'elle est très très rare, elle est très très rare chez les patients qui prennent glyphosine, mais il faut faire, ça se voit chez le terrain d'insulinopénie, et surtout donc il faut faire attention chez les patients qui sont en état de déshydratation sévère, en cas d'hospitalisation pour une maladie aiguë, nécessité d'une intervention chirurgicale lourde, dans ce cas-là, c'est des patients, ce qui est recommandé actuellement, c'est d'arrêter transitoirement ces glyphosines. Idéalement, si c'est une chirurgie programmée 3 jours avant, mais si le patient il est hospitalisé pour un tableau clinique médical qui est grave, il vaut mieux l'arrêter et après on le reprend. Donc là, c'est là juste, vous savez les signes, il faut donner de l'importance, nausées, vomissements, douleurs abdominales, mais c'est très très rare. Les études, vraiment, c'est juste pour le signaler. Donc là, si on résume, savoir prescrire une glyphosine en pratique, dapagliflozine ou empagliflozine. La protection cardiovasculaire y est pas photo, sans discussion, ce sont des molécules qui ont bouleversé le pronostic des patients diabétiques. Les insuffisants rénaux, on verra tout à l'heure avec Dr. Yaïch. Les points forts de ces molécules.
Une prise une monoprise, c'est une prise simple, 10 mg par jour, quel que soit pour l'empagliflozine ou pour le dapagliflozine. Certainement, il y a le 25 mg, mais c'est après nos amis endocrinos. Mais nous, pour ce que les patients qu'on prend en charge, quel que soit diabète au risque ou pour les insuffisants cardiaques, c'est 10 mg. Et c'est un grand avantage pour nous, les cardiologues. Par exemple, pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, on n'a pas besoin de faire la titration pour arriver aux doses optimales, comme par exemple pour les IEC ou pour les sacubitril valsartan. Et on le donne en association avec toutes les autres molécules. Tout à l'heure, Dr Mnif l'a dit, l'a bien insisté, n'hésitez pas à diminuer les doses d'insuline ou des molécules qui augmentent la sécrétion d'insuline. Si, donc, vous allez mettre votre patient, s'il est diabétique, je dis bien diabétique, et vous allez le mettre sous anti-SGLT2. Sinon, s'il n'est pas diabétique, ne craignez pas l'hypoglycémie. Là, je parle de nos patients insuffisants cardiaques. S'il y a une précaution aussi, si le patient est sous diurétique ou pression basse, et je parle surtout diurétique forte dose, diurétique spécial par exemple, ou diurétique forte dose, là, il faut faire attention. Donc, si besoin de diminuer les doses parfois. La fonction rénale, ce n'est pas une contre-indication. L'on verra tout à l'heure par professeur Yaïch. On est arrivé dans les études à 25 avec dapagliflozine et 20 millilitres par minute avec l'empagliflozine. Donc, on verra, c'est une molécule aussi pour la néphroprotection. Mais malheureusement, en Tunisie, elle n'a pas encore l'AMM dans l'insuffisance rénale. L'indication, c'est 60 millilitres par minute. Là, je parle de l'AMM. C'est une molécule qui n'altère pas le potassium, donc c'est bon. Mais l'avantage, elle baisse l'uricémie par rapport au diurétique, par exemple, de l'ANS. Pour le risque d'infection urinaire génitale, ça a été décrit par Dr Mnif, mais bon, il faut bien éduquer le patient. Voilà, et n'oubliez pas d'arrêter en cas d'intervention chirurgicale qui est programmée. Et là, je vous invite à lire ce consensus, c'est un très beau consensus publié en février 2022, récemment, sur la prescription et le suivi des patients qui sont sous anti-SGLT2. Ça a été élaboré par nos amis égyptiens, la Société égyptienne de cardiologie, mais je l'ai trouvé très didactique pour le suivi de vos patients qui sont sous anti-SGLT2. Et voilà, par exemple, il nous propose le secrétaire du suivi, pression artérielle, la fonction rénale, la glycémie. Il faut aussi éduquer sur l'hydratation. Il faut faire attention. Un patient déshydraté, bien sûr, peut aggraver sa fonction rénale, mais attention pour les patients insuffisants cardiaques. Et bien sûr, une bonne hygiène. Donc là, je vous invite à le lire, il est très intéressant. Donc, si on résume, ces nouveaux molécules, certainement, comme je l'ai dit, ils vont changer notre approche du patient diabétique, l'approche centrée sur le patient avec stratification de risque cardiovasculaire et rénal, et on va individuer le traitement. Certainement, il faut toujours évaluer le risque cardiovasculaire du patient diabétique. Pourquoi pas détecter l'ischémie silencieuse, surtout pour les patients à haut risque, et voire même l'insuffisance cardiaque silencieuse. Le bénéfice cardiovasculaire des anti-SGLT2 chez les patients diabétiques qui sont à haut risque ou très haut risque ou qui ont une maladie cardiovasculaire, il est là. Le bénéfice aussi en cas de patients insuffisants cardiaques, quel que soit le profil métabolique, il est là. Les guidelines l'ont adopté, l'ont écrit noir sur blanc. Donc, ils sont là pour réduire la mortalité cardiovasculaire. Les anti-SGLT2, vous allez me dire, pour les analogues GLP-1, ils n'ont aucune place dans l'insuffisance cardiaque. L'étude FIGHT et l'étude LIFE étaient négatives, mais surtout dans l'athérosclérose, dans l'athérothrombose. Par contre, l'anti-SGLT2, c'est la réduction de la morbimortalité cardiovasculaire. Point fort, c'est surtout l'insuffisance cardiaque. Et tout ça passe au-delà de la baisse de l'hémoglobine glyquée. Voilà. Donc, si on résume, selon les études randomisées, les anti-SGLT2, vraiment, on considère comme une molécule. Je permets de me dire magique, pourquoi? Parce que c'est un traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. C'est un traitement à FEVG altéré, HFrEF. C'est un traitement de l'insuffisance cardiaque chronique à FEVG préservé. C'est un traitement du diabétique à haut risque cardiovasculaire, quel que soit en prévention primaire ou secondaire. C'est le traitement aussi de l'insuffisance cardiaque aiguë, reste à prouver avec d'autres études à plus large échelle, mais quand même, les résultats, ils sont prometteurs. Ça, c'est en se basant sur les études randomisées, les études qui ont été. Si on regarde les guidelines pour le moment, les plus récentes, elles ont été publiées en 2019 et 2021.
La part que c'est un traitement, le traitement diabète, mais le diabète de première intention au risque cardiovasculaire, très haut risque cardiovasculaire, traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, on a une seule étude randomisée, donc on doit avoir une deuxième. On va avoir des livers. Donc certainement, il va y avoir une réactualisation des guidelines et seront le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Mais je vous rappelle qu'ils ont eu l'FDA dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Donc pour eux, il suffit d'avoir une étude. Pour l'insuffisance cardiaque aiguë, actuellement, par manque d'études, il ne figure pas parmi le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë. En Tunisie, si on se base sur l'AMM, cette molécule, elle a l'AMM en Tunisie en tant que traitement du diabète en association avec la metformine, avec une cléance de créate qui est supérieure à 60 millilitres par minute. L'AMM, c'est la seule indication en Tunisie. Mais en réalité, honnêtement, personnellement, certainement vous partagez mon avis, on le donne pour l'insuffisance cardiaque chronique. Je l'ai donné pour l'insuffisance cardiaque AVG préservée. Je l'ai donné même pour l'insuffisance cardiaque aiguë. Et on est en train de palper l'effet de ces molécules en attendant qui est donc, on doit travailler sur ce gap en Tunisie entre les études randomisées, les guidelines et le real life. On doit travailler. C'est la tâche de laboratoire et la tâche des sociétés savantes de travailler sur ce gap parce que vous voyez que les études sont très riches, ils ont plein de résultats positifs, mais l'AMM ne suit pas. Il est temps de la changer. Et j'insiste sur le fait que l'union fait la force. Cardiologues, endocrinologues, néphrologues, internistes, anesthésistes, réanimateurs doivent parler le même langage. Et il faut peut-être, pourquoi pas, une formation cardio-néphro-diabétologie pour les trois, pour améliorer la prise en charge de nos patients. Je vous remercie.